c'est parti pour le live. Eh bien, salut à tous. Eh bien, comme promis, ça fait un petit temps qu'on vous en avait parlé en partenariat avec le conseil départemental de l'Eure. Vous allez découvrir l'ancienne filature Le Vavasseur, qui est en propriété du conseil départemental. Et en plus, vous avez un live exceptionnel puisque je suis accompagné de Catherine qui va commenter en direct les images que vous verrez en drone. Eh bien, Catherine, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, Catherine Erlaporte, je suis chef de projet valorisation du patrimoine auprès du département de l'Eure. Et effectivement, je m'occupe entre autres de la filature Le Vavasseur et je suis historienne et je vais pouvoir vous donner quelques informations à son sujet. Voilà, donc en plus des belles images, eh bien, vous aurez tout l'aspect historique du site avec quelques petites anecdotes et une visite rien que pour vous car le site est pour le moment pas accessible en visite libre au grand public. Eh bien, on est en train de se prendre une petite ondée, mais voilà, on va maintenir, normalement ça devrait passer. Comme d'habitude, ça va se passer en musique. Est-ce qu'au niveau des micros, vous entendez bien? Si vous pouvez dans le chat nous confirmer que vous entendez bien tout le monde. Alors surtout, n'hésitez pas à repartager un maximum le live, mettez-le en story, qu'on soit un maximum de monde ce soir. Et donc, je vais allumer le drone comme d'hab, je démarre la musique et on va pouvoir commencer la visite. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions au fur et à mesure. Hop, démarrage des moteurs. Alors, il faut juste que je le paramètre parce qu'ici on est limité en hauteur. Hop. C'est vraiment pas de chance. Tout à l'heure on avait le soleil. Hein. Hop, démarrage de la musique. Alors la musique, on va démarrer avec une sympa. Et ensuite ce sera en aléatoire. Alors si jamais la musique elle est trop forte, hein, n'hésitez pas à le dire également. Donc, comme d'hab, je vérifie que le retour radio se fait bien. Ok. Eh bien on va prendre de la... Est-ce qu'on peut capturer des images et les republier? Alors, est-ce qu'il y a des... Pour nous, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à taguer le département de l'Eure si vous le faites. Voilà, il y a un compte TikTok au niveau du département. Dans mes stories, je l'ai tagué à chaque fois. Alors, c'est parti. Je vais tout au bout pour commencer ou... Moi, j'aime bien commencer de ce côté-là. C'est parti. Salut Christine. Bon, vous pouvez voir la petite bruine. Hein. Ça va passer, ça va passer. Alors je vais resaturer peut-être encore un tout petit peu. Oh non, elles sont pas mal. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Catherine. Moi, j'aime bien commencer les visites quand on reçoit du public de ce côté-là du site parce qu'en fait, on est au plus près de l'histoire première de ce que vous voyez devant vous, qui sont effectivement les ruines de l'ancienne filature Le Vavasseur. Mais pour comprendre son histoire, il faut la lier avec déjà un contexte. Il faut savoir qu'on se trouve ici dans la vallée de Landelle, dans le département de l'Eure, en Normandie. Et cette vallée de Landelle est très tôt industrialisée. En effet, il y a beaucoup d'usines qui s'installent le long de cette rivière, Landelle, pour utiliser la force hydraulique pour actionner leurs machines. Et on a en particulier, dès le XVe siècle, de l'activité textile dans la vallée.
Il faut également savoir qu'on se trouve à proximité d'une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Fontaine-Guérard, qui est une abbaye cistercienne du XIIIe siècle. Et comme la plupart des abbayes cisterciennes de cette époque, elle utilisait également la force hydraulique. C'est donc pour ça que les cisterciennes s'installent là, et on a cette abbaye qui est fondée. Mais au moment de la Révolution française, l'abbaye, comme d'autres biens de l'Église, est vendue. Et c'est à ce moment-là que son activité textile va commencer. En effet, elle est achetée par un entrepreneur de Rouen qui s'appelle François Guéroult et qui installe la première filature mécanique de la vallée de Landelle. C'est-à-dire qu'en plus de la force hydraulique, il va installer une machine à vapeur pour pouvoir actionner ses usines. Donc il fait construire une filature de coton et il va vraiment développer l'industrie textile. Au début, c'est un petit peu une activité qui bat de l'aile, si je puis dire, un petit peu difficile en raison d'un contexte à la fois de rareté du coton, mais aussi un contexte politique sur lequel je ne vais pas m'étendre. Mais au début du 19e siècle, donc disons une bonne quinzaine d'années après le développement du site, l'activité textile explose. On est dans les années 1810, à un moment où il y a un fort engouement pour les tissus en coton. Donc, comme il y a une forte demande de tissus en coton, évidemment, l'activité textile explose. À ce moment-là, le François Guéroult, donc l'architecte et entrepreneur qui avait acheté le site, décède et c'est son fils, Adolphe Guéroult, qui reste seul à la tête de l'entreprise et qui, en raison de cet engouement pour le coton, va développer le site. À côté de la filature de coton, il fait alors construire en 1810 une filature de chanvre ainsi qu'une filature et un tissage de laine. Ainsi, avec le développement du site, en 1815, le domaine de Fontaine-Guérard, donc qui n'est pas exactement là où on se trouve, c'est un petit peu derrière nous. Mince. Ah c'est bon, c'est revenu. La filature Le Vavasseur se trouve, l'ancienne filature, se trouve à cheval sur 3 communes, Pont-Saint-Pierre, Douville-sur-Andelle et Radepont. Donc, beaucoup de personnes de ces communes travaillent quand c'est encore le domaine de Fontaine-Guérard. Pardon. Donc je vous le disais, l'activité se développe dans les années 1810, mais dans les années 1820, même s'il y a un engouement pour le coton, il y a aussi une concurrence des cotonnades étrangères, des pays étrangers. Et par conséquent, l'entreprise Guéroult, qui était donc les premiers à avoir racheté le site, fait faillite. C'est alors le baron Édouard-Jacques Le Vavasseur, et c'est là que commence vraiment l'histoire de la filature Le Vavasseur. Donc le baron Le Vavasseur, des terres alentours, notamment sur la commune de Radepont, et il agrandit ainsi le domaine. Donc à ce moment-là, on a toujours les 5 usines, actionnées par la force hydraulique essentiellement, dont 3 filatures, une de laine et 2 de coton. Le baron Le Vavasseur meurt en 1842 et l'entreprise passe alors à son fils Charles Le Vavasseur, qui va être le personnage principal de cette histoire aujourd'hui. Charles Le Vavasseur hérite donc du domaine et des usines en place. Il rachète également des terres alentours, il rachète un château à Radepont où il va s'installer. Et il devient par conséquent l'unique propriétaire sur 5 km le long des rives de Landelle à cet endroit. Il y a un petit bug. Est-ce que vous confirmez que le réseau ça saute un peu? Hop. Alors ici, ça se peut que ça saute un peu en live. La couverture est médiocre. Donc il se peut que ça coupe un peu. On ne peut pas avoir de la beauté et du réseau, c'est trop demandé. Donc je vous disais, Charles Le Vavasseur hérite donc de ce domaine, il rachète des terres alentours et il devient l'unique propriétaire sur 5 km ici, le long de la vallée de Landelle. Mais très rapidement, donc là on était en 1842, très rapidement en 1844-1845, plusieurs incendies se déclarent dans ces usines au domaine de Fontaine-Guérard. Donc je vous parle beaucoup de Fontaine-Guérard, mais on va en arriver au site où on est, et si jamais ça vous intéresse, c'est pour le coup un site qui est ouvert au public, que vous pouvez venir visiter, qui est juste à côté. Donc plusieurs incendies se déclarent et les 5 usines disparaissent. Charles Le Vavasseur se trouve alors un petit peu embêté parce qu'il n'a plus d'usines à faire fonctionner ici, mais il décide de les remplacer.
Il ne peut pas les remplacer exactement au même endroit, parce qu'il y a encore les ruines des autres bâtiments. Et il projette alors la création, dès 1851, d'un nouvel établissement. Et je pense que je ne vous surprends pas en vous disant que ça aboutit aux ruines qui nous entourent. Donc Charles Levavasseur, il imagine ce projet qui, vous le devinez déjà, est assez monumental. Et puisqu'il est monumental, il va en fait devoir faire des travaux hydrauliques pour avoir plus de puissance pour actionner les machines. C'est-à-dire qu'on avait déjà la rivière, l'Andelle, qui coulait, et qu'il a besoin de faire percer un canal de l'autre côté de ce qu'est aujourd'hui la filature, qui va créer une forte chute d'eau, et ainsi donner plus de force pour actionner les machines. Vous avez donc sur la gauche de l'image que vous voyez le canal, et sur la droite c'est l'Andelle, le cours naturel de la rivière. L'eau va donc jouer un rôle, voilà, là c'est le canal qu'on voit, qui a été percé pour donner plus de force hydraulique. L'eau joue en effet un rôle essentiel, alors ici à la filature Levavasseur, mais c'est vrai aussi plus largement à l'échelle du paysage normand. Pour l'industrie, c'est vraiment une force qu'on utilise beaucoup encore au XIXe siècle. Malheureusement, le projet qu'imagine Charles Levavasseur, puisqu'il demande cette dérivation du cours de l'Andelle, va avoir des conséquences pour les industriels qui sont installés en amont et en aval. C'est-à-dire que les industriels, je vous le disais, c'est une vallée très industrielle, les industriels craignent, et à juste titre, d'être soit inondés, soit asséchés, et donc de ne plus pouvoir faire fonctionner leurs machines. Donc Charles Levavasseur, quand il commence à parler de ce projet, à essayer d'obtenir les autorisations, dans un premier temps, on les lui refuse, justement à cause de ses problèmes avec les autres industriels. Mais on ne sait pas trop comment, sans doute en graissant quelques pattes, Charles Levavasseur finit par avoir en 1855 l'autorisation de la préfecture pour faire aboutir son projet. Et le projet qu'il crée est finalement d'encore plus grande envergure que ce pourquoi il avait eu l'autorisation. Et c'est ce que l'on voit là, la filature Levavasseur, ou du moins ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est un projet monumental et en fait à plusieurs titres. Déjà monumental parce qu'il y a cette usine principale, là, ce grand bâtiment qu'on voit, qu'on appelle en fait la grande filature. Et il y a à côté, on le verra tout à l'heure, un bâtiment plus petit qu'on appelle aujourd'hui la petite filature, mais qui à l'origine était pensé pour être un bâtiment pour le tissage. C'est-à-dire qu'on devait d'abord filer le coton, donc passer de la matière première coton, créer du fil avec, et ensuite dans l'autre bâtiment il aurait pu être tissé pour donc créer des tissus. Ces deux filatures sont bâties dans un style néo-gothique. Néo-gothique pourquoi? À vrai dire on ne sait pas vraiment. On a très peu de traces de ce chantier, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas l'architecte, voilà, Charles Levavasseur ne nous a pas expliqué pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, donc on voit là sur l'image la petite filature. C'est pas complètement surprenant dans le sens où l'architecture néo-gothique, donc cette architecture qui ressemble vraiment au gothique, donc aux cathédrales par exemple, cette architecture est assez à la mode en Angleterre et on sait que Charles Levavasseur va souvent voir ce qui se passe du côté des Anglais qui ont une industrie textile très développée et donc il va un petit peu s'inspirer de ce qui se passe là-bas. Donc peut-être qu'il a été inspiré par cette architecture anglaise, peut-être aussi certains et certaines historiennes ont avancé l'hypothèse que c'est parce qu'il s'était inspiré de l'abbaye de Fontaine-Guérard qu'il voulait garder cette architecture un petit peu religieuse. Alors juste pour répondre à Christine, la matière première, le coton, venait essentiellement des États-Unis. Et on va voir tout de suite que ça a pu poser problème pendant la guerre de sécession. Donc cette filature, ce grand bâtiment, je vous le disais, c'est vraiment un projet monumental et ce, à plusieurs titres. C'est monumental tout d'abord par ses dimensions. On est, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte à l'image, mais sur un bâtiment qui fait 114 mètres de long et 46 mètres de hauteur. Donc on est vraiment sur en fait une des filatures les plus grandes de l'époque en France et en France c'est vraiment pas habituel cette architecture néo-gothique pour l'industrie. C'est monumental aussi par la production qu'elle était censée fournir. En effet, Charles Levavasseur imagine, et c'est pour ça qu'il avait besoin de plus de force hydraulique, il imagine une filature qui va pouvoir produire jusqu'à
4 tonnes de fil par jour. Donc peut-être que 4 tonnes de fil, ça ne vous parle pas beaucoup, mais c'est en fait 4,5 fois plus que les filatures contemporaines. Donc on parle vraiment d'une production très importante. Et d'ailleurs, peut-être pour développer un petit peu sur cette question de la production, en fait c'est donc une filature de coton, du fil qui est destiné à fabriquer du calicot. C'est un tissu écru qui est épais et assez résistant et qui est surtout à destination du marché normand. Donc c'est du coton qu'on importe mais qui est ensuite transformé à destination du marché normand. Puisque ça doit produire beaucoup, il y a non seulement beaucoup de machines, mais c'est aussi prévu pour employer beaucoup de personnes. C'est-à-dire que l'usine est censée, à son maximum, pouvoir faire travailler 600 personnes. Et on a la chance de la découvrir avec un petit rayon de soleil, et vous pouvez voir tout le chatoiement des couleurs de la brique quand la couleur change. Donc 600 personnes, il faut imaginer que ce sont à l'époque des hommes, mais surtout des femmes et des enfants. En effet, dans l'industrie textile, c'est assez courant, c'est pas le cas que ici, beaucoup de femmes et d'enfants sont employés, notamment pour toutes les tâches un petit peu plus minutieuses ou qui nécessitent d'aller se faufiler derrière les machines, parce que ça arrivait souvent que les fils cassent et il fallait alors aller se faufiler derrière la machine pour essayer de réparer sans arrêter évidemment la production. Donc voilà, et non, j'ajouterais quand même, parce que j'aime bien cette petite anecdote, Charles Levavasseur, on le connaît pas beaucoup, il n'a pas laissé de journal intime, de choses comme ça, mais par contre, il était aussi élu à différentes instances, et on peut voir dans les prises de position politiques qu'il avait certaines de ses idées. Et sur le travail des enfants, c'est une position qu'il défendait fermement, parce qu'il expliquait que c'était important pour ne pas séparer les parents de leurs enfants. Voilà, donc il rendait service à tout le monde en engageant des enfants. Bon, monumental donc par sa taille, par sa production, mais aussi probablement par le coût que ça a dû représenter ce chantier. Donc on n'a pas d'informations sur le chantier lui-même, on ne sait pas exactement combien ça a coûté, mais on sait quand même qu'il y a eu des investissements pour une somme tout à fait colossale, on en parle beaucoup dans la presse, etc. Donc voilà, un projet monumental de tout point de vue. Le fait que ça ressemble à une cathédrale, ça a aussi beaucoup interrogé. Des collègues historiens et historiennes ont indiqué que c'était peut-être dans l'idée de faire un peu une usine cathédrale, de magnifier l'aspect de l'usine. Moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'en fait, il faut s'imaginer, on s'en rend difficilement compte aujourd'hui, mais qu'il n'y avait aucun signe extérieur de l'industrie. Tout simplement parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on voyait de l'industrie et qui reste parfois dans certaines régions, c'est les cheminées. Les cheminées des machines à vapeur qui actionnaient les machines. Et ici, la cheminée, on ne la voyait pas. Puisqu'en fait, dans les 4 tours que vous voyez, les 4 grandes tours, 3 accueillaient des escaliers. C'est le cas des 2 qui sont au premier plan sur l'image que vous avez là. Et celle du fond à gauche également. Et celle du fond à droite, en revanche, cachait la cheminée. On ne voyait donc pas du tout de loin que c'était une usine. Donc est-ce que c'était vraiment pour magnifier la fonction de l'usine ? Pas forcément, on peut en douter. Que vous dire d'autre ? Alors on ne sait pas trop comment ça fonctionnait à l'intérieur, comment les machines étaient installées, etc. Ce qu'on sait, parce qu'on voit encore les traces dans les murs aujourd'hui, c'est qu'il y avait 5 étages dans cette grande filature. Donc 4 qui étaient des niveaux d'atelier en fait. Donc on a une grande hauteur sous plafond d'environ 5-6 mètres et ça c'était particulièrement utile pour avoir des conditions optimales de travail, donc notamment en termes de lumière. Donc on a là une des plus grandes filatures de France qui est construite. Donc c'est un chantier qui débute en 1858 et qui est achevé pour la grande filature en 1861, donc en 3 ans seulement. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la petite filature est en revanche achevée en 1868. Le problème, c'est qu'au moment où donc cette grande filature est achevée, elle ne peut pas aller au maximum de sa capacité de production. Pourquoi ?
Tout d'abord parce que, je l'évoquais, le coton vient essentiellement des États-Unis. Or, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? C'est la guerre de sécession. Comme c'est la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y a plus de coton qui arrive en France. Et sans coton, une filature de coton, ça fonctionne un peu moins bien. Donc on a d'emblée une production qui est ralentie. La crise cotonnière est non seulement donc liée à cette pénurie de matières premières, mais aussi à la concurrence des cotonnades anglaises. En effet, je le disais, en Angleterre, il y a une industrie textile très développée, et il s'avère qu'à ce moment-là, les cotonnades anglaises sont 20 à 40% moins chères. Donc qui dit moins cher, dit évidemment le coton de la filature Levavasseur a un peu plus de mal à se vendre. Et enfin, le troisième problème, c'est une crise de la main-d'œuvre. Il y a en effet une main-d'œuvre qui est insuffisante à proximité. Et aussi, on est à une période où, décidément, qu'est-ce qu'ils sont méchants, mais les ouvriers veulent être payés plus. Et donc pour les patrons, eh bien, évidemment, c'est problématique. Donc Charles Levavasseur, alors qu'il espérait et qu'il avait conçu une filature pour accueillir 600 personnes, en fait, l'effectif ne dépassera jamais 155 personnes. Donc on est quand même sur une réduction de l'activité qui est assez importante. D'ailleurs, le tissage, qui était donc prévu dans l'autre petit bâtiment, n'est jamais mis en route. Le contexte s'améliore progressivement, mais en 1874, donc alors que le contexte économique se rétablit, un incendie assez important se déclenche dans la filature cathédrale. 1874, ça veut donc dire que la filature est ouverte depuis 13 ans et donc n'a jamais pu fonctionner à son plein régime. Qu'est-ce qui se passe en 1874? Probablement, un incendie s'est déclaré dans les combles. En fait, je vous le disais, sur les 5 étages, il y en a 4 qui accueillent des ateliers. Et le 5e, qui était directement sous le toit, était en fait dédié au stockage des balles de coton. On peut saluer les petits pigeons qui sont bien contents qu'il reste les ruines de la filature aujourd'hui. Donc on stockait les balles de coton sous les toits. Et les balles de coton, il faut savoir, donc le coton, c'est une matière première qui est très inflammable. Or, ce qui se passe aussi, c'est que ce qui éclaire ces toits, ce sont 2 rosaces, comme pour les cathédrales. On en voit encore aujourd'hui la trace sur l'un des côtés. Vous pouvez voir, si tu recules un peu, voilà, là, on voit bien ce qui reste de l'emplacement de la rosace. Donc une rosace en vitrail, et très probablement les reflets du soleil sur le vitrail ont tapé sur les balles de coton, donc en faisant un effet loupe, et ont en fait mis feu aux balles de coton qui se situaient tout en haut. Comme ça se situait tout en haut et que toute la structure à l'intérieur de la filature était en bois, ce qui est d'ailleurs plutôt surprenant puisqu'on a une époque où en activité industrielle, comme un des gros problèmes c'est les incendies, on commence à utiliser la fonte qui elle résiste. Mais ici tout est construit encore en bois, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour des raisons financières. Et donc comme tout est en bois et que l'incendie se déclare tout en haut, en fait, en quelques heures, la filature est entièrement détruite. La chance à ce moment-là, c'est que l'incendie se déclare un dimanche, qui est le seul jour de repos des ouvriers et des ouvrières. Il n'y a donc aucun blessé à déclarer. En revanche, c'est quand même un événement assez marquant pour les habitants de la vallée. On en trouve pas mal de traces dans la presse locale, il y a plusieurs articles. Ça a fait, il faut imaginer, vraiment des grandes colonnes de fumée qu'on voyait à des kilomètres à la ronde. Donc, à ce moment-là, Charles Levavasseur, il est un petit peu embêté parce qu'une nouvelle fois, l'usine qu'il possédait est partie en fumée. Il est certes un petit peu remboursé par les assurances, mais pas à hauteur de tout ce qu'il a investi. Donc en fait, il ne peut pas reconstruire la grande filature. Elle aura donc bien fonctionné 13 ans, ou pas très bien fonctionné, en l'occurrence 13 ans, avant d'être abandonnée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, on dirait, une histoire un petit peu maudite quand même, ce Charles Levavasseur. À ce moment-là, puisqu'il ne peut pas reconstruire cette grande filature, il décide de transférer l'activité dans la petite filature, qui était donc normalement destinée au tissage, mais qui devient un bâtiment accueillant la petite filature. À partir de là,
on a un peu moins d'informations sur l'histoire du site. C'est souvent le cas en histoire industrielle, c'est un petit peu difficile d'avoir des sources, c'est-à-dire des documents pour écrire l'histoire de l'activité. Il y a parfois une méconnaissance de l'intérêt de ces papiers, c'est-à-dire qu'on se dit bon, ça va jamais intéresser personne, on peut les mettre à la poubelle. Et d'autre part, il y a parfois aussi une réelle réticence à garder ces papiers. Il y a des choses qu'on veut pas, voilà, on veut pas forcément que ça se sache pour des questions de secret, de magouilles qu'on veut cacher, etc. Et du coup, nous aujourd'hui, on a beaucoup de mal à écrire cette histoire industrielle. Donc on sait un petit peu moins ce qui se passe sur le site. On sait quand ça change de propriétaire, donc ça continue à passer de descendant Levavasseur en descendant Levavasseur. On sait aussi qu'en 1913, il y a un nouvel incendie qui touche cette fois la petite filature. Petite filature, a priori, on n'a pas beaucoup de détails sur l'incendie, mais a priori, même si elle est partiellement détruite, elle est rapidement remise en activité et elle occupe de nouveau à ce moment-là 160 ouvriers et ouvrières. Ce qu'on sait ensuite, c'est que certains bâtiments sont construits. On va avoir l'adjonction de bâtiments, notamment pour changer la force qui va alimenter la petite filature. On a à ce moment-là, je compte 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments qui sont construits. On va tout d'abord avoir une centrale hydroélectrique qui est toujours en fonction aujourd'hui, qui est le petit bâtiment qu'on voit entre les deux filatures. Vous avez peut-être aperçu sur les images des panneaux électriques qui sont posés dessus. On va également avoir une salle des moteurs, oui, voilà, ça c'est la centrale hydroélectrique, exactement, donc qui est construite en 1923 en béton armé, tout comme donc la salle des moteurs, qui est le bâtiment à côté, qui est également en béton armé et qui a lui une architecture assez caractéristique de ce qu'on fait dans les années 1920 dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver cette brique polychrome. Vous voyez le toit, une verrière sur le toit. Et c'est un bâtiment qui est aujourd'hui bien conservé, qui est encore couvert, comme vous pouvez le voir, par rapport aux deux grandes filatures, enfin aux deux filatures. Et donc, à la fois la centrale hydroélectrique, bien sûr, vient alimenter la petite filature avec l'électricité, et à la fois cette salle des moteurs accueille des moteurs diesel, et c'est donc là une autre source d'énergie qui permet d'abandonner la vapeur qui est à ce moment-là jugée trop dangereuse. Donc cette salle des moteurs, ce qui est assez chouette, c'est qu'on en a une copie quasiment conforme au Ulm. Donc si vous vous souvenez, je vous disais que le baron Levavasseur, au moment où il achète le domaine de Fontaine-Guérard, il possède également une filature au Ulm, et en fait il y a le même bâtiment qui est construit là-bas, qui est aujourd'hui réhabilité pour être, je crois, une médiathèque ou un petit centre de documentation. Donc là vous voyez bien l'architecture tout à fait typique de l'industrie à ce moment-là. Et puis je ne sais pas si on peut réussir à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, peut-être à l'entrée des portes. Pour que vous puissiez découvrir. Je fais monter le suspense. À la fois que la végétation est rentrée, mais aussi cette œuvre, qui est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Sébastien Préchoux, qui a été installé en 2022. En effet, le département de l'Eure, chaque année, propose à des artistes contemporains d'investir des lieux patrimoniaux pour les faire découvrir autrement, les sublimer. Et ici, Sébastien Préchoux avait été inspiré par l'histoire du site, et c'est pour ça qu'il a proposé une œuvre faite de fils, pour rappeler la production textile du lieu. Et il a également choisi ces teintes un petit peu vertes, qui rappellent la végétation bien présente, à la fois à l'intérieur du bâtiment, mais aussi tout autour du site. Vous avez bien pu voir sur ces belles images de drone qu'on est vraiment au milieu de la nature, et donc c'est pour ça qu'il a choisi ces couleurs-là. Vous pouvez constater qu'il reste également le pont, une machine, on devine encore l'activité qui s'y trouvait, et on a même un peu l'impression quand on rentre à l'intérieur que ça sent encore un petit peu le diesel. C'est validé ça. Ça.
Et j'avais vu qu'il y avait ouais, le truc pour porter là. Voilà, c'est ça le pont roulant. Oula. Non, tu vas pas me faire la RTH maintenant. Alors on va arriver à la fin de la première batterie. On va ressortir par la porte tant qu'à faire. Hop, et vous pouvez voir qu'on est juste au pied. Hein. Et qu'on est tout petit à côté. Voilà, vous allez nous apercevoir. Hop, on va repasser sur la caméra. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, sur quelle commune donc la filature se trouve à cheval sur 3 communes. Donc on est dans l'Eure, dans la vallée de l'Andelle, et ce sont les communes de Pont-Saint-Pierre, Douville-sur-Andelle et Rathepont. n'hésitez pas à republier aussi qu'on soit un maximum ce soir. Hop. Comme d'habitude, changement de batterie. Alors vous y arrêtez, c'est possible de vous y arrêter à proximité. En revanche, comme... Le pire, c'est qu'on ne bouge pas. Donc je disais oui, pas beaucoup de visites au public pour des questions en fait de sécurité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un site qui n'est pas encore entièrement sécurisé. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'on porte nos casques en partie pour ça. Mais en revanche, si vous allez à l'abbaye de Fontaine-Guérard, juste à côté, qui se visite, vous passez le long de la filature et vous pouvez quand même la voir depuis l'extérieur du site. On se rend quand même bien compte de la beauté des rues. On va pouvoir commencer à jouer un peu avec la lumière. Là. Oui, là, on va peut-être avoir un coucher de soleil et ça, ce serait très chouette. Alors du coup, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, hein, on est à l'ancienne filature Le Vavasseur, propriété du conseil départemental de l'Eure, qui nous accueille exceptionnellement. Et vous avez la chance d'être en compagnie de Catherine, qui connaît tout l'historique du site. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Effectivement, pour celles et ceux qui nous auraient rejoints en route, je peux rattraper le fil de l'histoire. Donc des bâtiments qui sont ajoutés pour changer la force qui va actionner les machines de la petite filature. Donc on passe à l'hydroélectricité et au moteur diesel avec ces deux bâtiments en béton armé qui sont construits. Et puis à l'arrière du site, je ne sais pas si tu peux aller... Ouais. De ce côté-là, on a d'autres bâtiments qui ont été ajoutés où on a un petit peu moins d'informations sur complètement leur fonction. On va s'approcher un petit peu pour que vous puissiez les voir. Les pigeons, ils n'ont pas apprécié la blague. Ah. Une question pour toi. Qu'utilisez-vous comme drone ? Alors c'est un DJI R3S. Et donc j'avais vu tout à l'heure un commentaire comme quoi ici on était en catégorie C0. Alors ça n'existe pas, c'est ça. C0 c'est une classe de drone. Ici on est en catégorie ouverte. On parle de catégorie ouverte pour les vols de drone. Contrairement aux scénarios spéciaux. Donc ici vous voyez à l'image le premier bâtiment principal au premier plan. Vous devinez d'ailleurs pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça. C'est le bâtiment de l'horloge. Vous voyez encore le cadran de l'horloge qui est dessus. C'est un bâtiment qui servait à la fois à l'administration, c'est-à-dire que les ouvriers, les ouvrières passaient là pour pointer par exemple, chercher leur paye, etc. Donc on a encore quelques traces de ces bureaux administratifs. Et puis c'était également un bâtiment de stockage. Donc on a là aussi les traces, on a par exemple les étiquettes avec le fait que c'était du fil blanc, du fil rouge, etc. On a à l'arrière un bâtiment
circulaire qu'on n'explique pas encore tout à fait, les recherches sont en cours. Et puis le dernier bâtiment au fond, c'était également un bâtiment de stockage. Vous pouvez vous avez peut-être aperçu sur les images aussi de ce qu'on appelle nous des lodges, et puis vous voyez également des kayaks. En fait, c'est parce que cette partie du site est occupée par la communauté de communes de Lyon-Sandel qui a installé une base kayak, et ça permet en fait aux enfants des écoles primaires alentours de venir faire du kayak sur ce petit bras de Landel pour apprendre à en faire. Donc, une fois, je vous disais, cette histoire du XXe siècle est un petit peu plus difficile à écrire. Voilà, donc, en 1913, un nouvel incendie dans la petite filature. En 1923, ces bâtiments qui sont construits. Et on a ensuite vraiment très très peu d'informations jusqu'à 1946. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les années 30, on ne sait pas ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait en revanche qu'en 1946, un nouvel incendie, encore, frappe la petite filature. Donc ça paraît vraiment très redondant dans cette histoire, les incendies, mais il faut garder à l'esprit qu'on parle vraiment, le coton c'est très très inflammable, on l'a vu avec l'exemple de la grande filature, mais c'est vraiment une matière qui prend feu très facilement, et donc dans l'industrie textile en fait c'est très courant qu'il y ait des incendies. Là c'est sûr que ça se répète beaucoup, mais voilà, c'est pas complètement inhabituel. Donc en 1946, la petite filature brûle une nouvelle fois, et c'est en fait à ce moment-là que l'activité textile sur le site s'arrête complètement. Et ensuite, il ne se passe plus grand-chose jusque dans les années 1960. Le site reste à l'abandon jusque dans les années 1960, où les héritiers de la famille Levavasseur décident de vendre le site par lot. Donc ils vendent à la fois ce que vous voyez là, donc la salle des moteurs, la grande et la petite filature, la centrale hydroélectrique, etc. Mais ils vendent aussi un peu plus loin ce qu'on appelle la maison du directeur, ainsi que des logements ouvriers. Donc été racheté par la régie d'électricité d'Elbeuf. Donc la turbine hydroélectrique, qui est celle d'époque qui est encore installée à l'intérieur, fonctionne et fournit la ville d'Elbeuf en électricité. En revanche, le reste des bâtiments reste toujours à l'abandon, personne ne les achète. En même temps, c'est un petit peu difficile d'en trouver une fonction. Et ce n'est qu'en 1995 que l'établissement public de la Basse-Seine décide de protéger ce patrimoine. On est en effet à une période, au XXe siècle, où, à la fin en fait, du XXe siècle, où on commence à mesurer l'importance du patrimoine industriel. Parce qu'il y avait d'abord l'idée que le patrimoine, c'est surtout les églises, les châteaux, etc. Et on met du temps à comprendre que le patrimoine industriel aussi, c'est du patrimoine, c'est important. Il y avait aussi parfois un peu un sentiment un petit peu de malaise par rapport à la désindustrialisation, etc. Et donc il faut un petit peu de temps pour reconnaître que les traces de l'activité industrielle passée, c'est du patrimoine. Donc, à ce moment-là, on en est conscient. Le site est alors proposé au rachat, donc à une collectivité qui puisse s'en occuper. Et c'est donc en 1999 que le département de l'Eure rachète ces ruines de la filature Levavasseur. Et je vais répondre à la question, donc est-ce que c'est et donc le département effectivement a l'ambition de pouvoir ouvrir un peu plus souvent le site au public. Alors, vous pouvez le constater, le site est quand même un petit peu en ruine, donc pour des raisons de sécurité aujourd'hui, le port du casque est obligatoire, on est obligé de limiter un certain nombre de personnes pour accéder au site, et puis il y a quelques problèmes logistiques qu'il va falloir régler aussi dans un second temps. Mais vraiment, dans un premier temps, la priorité, c'est la sécurisation du site, donc à la fois pour pouvoir le visiter en toute sécurité, et à la fois également pour mettre les ruines en sécurité, si je puis dire, c'est-à-dire éviter qu'elles se dégradent davantage et qu'on puisse continuer à faire vivre ces ruines et à les transmettre aux générations futures. Je touche plus à rien, hein. On est pour le routeur, je crois bien que plus j'y touche et moins ça fonctionne, donc on va plus y toucher. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a particulièrement de la chance sur les couleurs de l'automne. Ici ça marche particulièrement bien. Ouais. Et vous voyez que c'est effectivement un site aussi dont la flore est très très riche.
Il y a eu des inventaires qui ont été menés un petit peu pour voir les essences présentes, etc. Et puis il y a également eu des inventaires sur la faune, et on a notamment eu en 2020 un inventaire au niveau des chauves-souris qui nous a montré qu'il y avait 10 espèces de chauves-souris qui sont bien contentes d'habiter ici, à la fois parce qu'il y a une diversité des habitats, il y a de l'eau, il y a différents arbres, etc. Et à la fois aussi parce qu'il y a beaucoup de gîtes, donc de petits trous concrètement dans lesquels elles peuvent se loger sur les ruines du bâtiment. Et puis là, en fait, je travaille dans le milieu, donc en plus il y a une diversité d'habitats aux alentours, donc on va avoir des espèces de chauves-souris qui sont liées à l'eau, donc surtout tout ce qui est murin, des espèces forestières parce qu'on est juste à côté de la forêt, et des espèces plutôt de plaine, juste à côté. Donc là c'est vrai, ça doit être plutôt pour de la reproue ici, non? Pas en hivernage. Je pourrais pas dire. Donc là oui, c'est clair que les chauves-souris, elles doivent... Elles sont très contentes que ce soit en ruine. Ouais. Il doit y avoir aussi du choucas, je pense, choucas des tours qui doit nicher dedans. J'avoue que je n'ai pas appris le nom des espèces par contre. Comme d'habitude, hein, le live il sera en replay sur YouTube, et pendant ce temps-là, pendant le live, je fais aussi des photos et des petites séquences vidéo qui vous seront repartagées. Et donc on est effectivement dans l'Eure, dans la vallée de Landelle. On est à la filature Le Vavasseur, donc à cheval sur 3 communes, les communes de Pont-Saint-Pierre, Radepont et Douville-sur-Andelle. On va plus toucher à internet, apparemment ça a l'air de ne pas couper, et en plus a priori vous avez compris ce que Catherine a dit, donc c'est que ça capte. C'est plutôt rassurant. Allez, on va remettre le soleil, parce qu'au final nous on est déjà à l'ombre. Oui, on est même un petit peu jaloux de nous d'être à l'ombre et que le soleil soit encore quelque part. Et non, on est deux Jimmy. Petite photo. Oui, les couleurs sont vraiment très belles aujourd'hui. C'est vrai que c'est un site qui, pour l'avoir pratiqué au lever du soleil, au coucher du soleil en différentes saisons, c'est un site qui est beau à toutes les saisons et qui prend des visages un petit peu différents, les couleurs ressortent différemment, etc. Et c'est vrai qu'à l'automne, c'est particulièrement majestueux. Apparemment Jimmy il veut que tu fasses toutes les voix off, tous les commentaires de live a priori, puisqu'il préfère ta voix à la mienne. Et c'est comme un feu au-dessus de la forêt, oui, ben effectivement l'histoire de la filature nous fait penser au feu, on espère que ce n'est pas ça. Et vous voyez bien aussi que évidemment c'était un emplacement stratégique pour installer une usine, à la fois à cause de la présence de l'eau, puisque donc on utilisait beaucoup la force hydraulique, et à la fois comme on est juste au pied de la forêt, c'est idéal aussi pour ensuite venir alimenter les machines à vapeur en charbon. Est-ce que je vais réussir à mettre le soleil avec le zoom? Un truc. Vous voyez aussi ce petit arbre qu'on aime beaucoup en haut de la tour, qui ajoute vraiment un charme. Donc là, c'est toute une végétation à laquelle on ne va pas toucher parce que ça abîmerait plus le site de l'enlever que de la laisser. Enfin, voilà, les études sont en cours pour voir ce qu'on dévégétalise ou pas, mais ce ne sera pas entièrement dévégétalisé, puisque parfois les racines, le lierre, etc. tiennent finalement plus les briques qu'autre chose, et en l'enlevant, on risquerait de détériorer le bâtiment. Non, ça fonctionne pas. On va rester comme ça.
Effectivement, il y a un risque aussi de dégradation, mais ça a vraiment été, et ça a été déjà étudié et c'est encore l'étude en cours pour voir ce qui, en fait, peser le pour et le contre, évaluer le bénéfice-risque, voir ce qu'il faut laisser ou ce qu'il faut enlever. Vous remarquez que ça fait plus de 5 minutes que ça n'a pas coupé. Hein. Mais il fallait pas le dire, ça. Allez, on va aller voir l'arbre justement. Oui, effectivement, ça peut aussi pousser les pierres, mais ça dépend comment c'est enraciné, etc. Et des experts font actuellement pas mal de relevés justement pour voir ce qu'il faut changer. On voit à certains endroits qu'il y a... et si vous regardez sur le site, notamment filaturelevavasseur.fr et le site de la région Normandie, il y a des photos un peu plus anciennes où s'il y avait des périodes où c'était davantage végétalisé, ça a été dévégétalisé. Voilà, on essaye de faire au mieux. Et vous voyez aussi bien ces grandes ouvertures, ces grandes fenêtres, donc qui venaient vraiment éclairer les machines à l'intérieur et donner de la lumière aux ouvriers et aux ouvrières. Et donc ça, c'était la tour qui abritait la cheminée donc de la machine à vapeur. Ah. Effectue la vérification. Bon, j'espère qu'il faut qu'elle s'affiche déjà. Voilà. Oui, on a de la chance avec le ciel. Pourtant tout à l'heure on a eu de la pluie, hein. C'était pas gagné. Hein. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les impressionnistes sont en partie venus peindre dans l'heure. C'est vrai que la vallée ici, elle est... Par rapport aux plaines de Beauce d'Eure-et-Loir, c'est sympathique. Ça ressemble un peu... Il y a la vallée de l'Eure du côté de Dreux, mais elle n'est pas aussi creuse. Ici, c'est vraiment très encaissé. Et vous voyez aussi là que la centrale hydroélectrique donc, est venue vraiment couper le bâtiment de la petite filature pour s'installer au meilleur endroit. Et donc c'est vrai qu'on a du coup l'impression que la petite filature est plus petite. Elle est plus petite, c'est vrai, elle est moins haute, mais en revanche, elle est tout aussi longue que la grande filature. Elles font toutes les deux 114 mètres de long. Vous voyez tous les détails architecturaux vraiment de cette architecture néogothique, on voit que c'est très très travaillé. C'est beaucoup plus travaillé que pour les usines contemporaines.
Alors, je vais ramener le drone. Je vais essayer de voir la filature dans le cadre en même temps. Je bascule sur la caméra, je change de batterie et on poursuit. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes sur le live qui habitent dans l'Eure? Qu'on sache s'il y a des locaux. Non, c'est pas fini, Evelyne. Ah oui, Pitre, c'est pas très loin, effectivement, d'ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissaient déjà l'endroit? Ah, mais non, regarde, Jimmy, là on capte là. C'est juste par intermittence. Oui, du kayak, effectivement, ça se pratique dans le coin. Sur l'Andelle, justement. Donc peut-être pour les personnes qui vous rejoignent, sans vous refaire toute la visite, mais peut-être vous dire qu'on est donc ici sur le site de l'ancienne filature Le Vavasseur, qui est donc qui a été une filature de coton pendant quelques années. Donc il y a plusieurs bâtiments au fil de son histoire, une grande filature qui n'a pas été très longtemps en activité, puisqu'elle a été construite en 1861 et qu'elle a entièrement brûlé en 1874. Et puis un plus petit bâtiment à côté qu'on appelle la Petite Filature, qui lui a été en activité, donc toujours de filature de coton, jusqu'en 1946. C'est un bâtiment qui est un des derniers témoins de toute l'activité industrielle qu'il y avait dans la vallée de l'Andelle, donc cette rivière qui coule le long, là sur la gauche de l'image. Si vous avez des questions, je peux y répondre s'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route. T'as raison, Céline, on peut remercier chaleureusement le conseil départemental de l'Eure de nous accueillir. Donc ces bâtiments, c'était des filatures de coton, c'est-à-dire que c'est un endroit où on transformait la matière première, le coton, qui est donc une fleur, on la transformait en fil. C'est ce qu'on appelle la filature. Donc la matière première arrivait essentiellement des États-Unis et ça ressortait sous forme de fil qui était ensuite vendu plutôt à destination du marché normand. Et c'est une bonne question, le classement. C'est vrai que je ne suis pas revenue là-dessus. C'est un site qui n'est pas encore classé, mais les démarches de protection et de classement sont en cours et ça devrait aboutir dans les mois à venir. C'était effectivement une étape importante pour le département pour vraiment assurer la conservation et la transmission de ce site. Alors le coton arrivait effectivement par bateau depuis les États-Unis.
jusqu'à Rouen ensuite. Donc souvent le coton naviguait sur la Seine. Et puis ensuite, c'était acheminé vers les différentes usines. Une fois que c'était plus possible par voie maritime puis fluviale, ça passait par la voie terrestre, tout simplement. Oui, effectivement, c'est des transports qui prennent du temps. C'est pas la même échelle qu'aujourd'hui. Alors, j'ai pas les chiffres en tête pour le 19e siècle, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur le 18e siècle. Et par exemple, à la fin du 18e siècle, pour faire Paris-Strasbourg, on mettait 16 jours avec les services de transport les plus rapides. Donc effectivement, évidemment, au 19e siècle, le train est arrivé. Mais on a du mal parfois à se rendre compte de la lenteur des transports, ou de la vitesse peut-être de ceux d'aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à partager le max. Un max le live, je vois qu'on est redescendu à 20 personnes. Et vous êtes 550 à être passés sur le live. Et donc là, on voit bien le canal qui a été percé donc, pour la force hydraulique. Et puis, à droite de la tour, la chute d'eau en fait, qui a été créée par ce percement et qui crée donc de la force hydraulique pour activer les machines. Alors, des photos de l'époque, pas complètement avant l'incendie de la Grande Filature. En revanche, on en a sur des cartes postales peu de temps après. C'est des cartes postales que vous pouvez trouver sur le site filaturelevavasseur.fr si vous voulez aller jeter un œil. On a mis quelques images d'archives. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu difficile de se rendre compte aujourd'hui d'à quoi ça devait ressembler, même s'il y a des belles traces architecturales pour voir que... Enfin voilà, encore aujourd'hui, on a souvent des gens, quand ils viennent sur le site pour la première fois, qui nous disent « Ah bah oui, je suis déjà passé devant, mais je pensais que c'était une cathédrale en fait. » On n'imagine pas que c'est les ruines d'une usine et non pas d'une cathédrale. À combien de mètres le drone est-il monté ? Alors, comme on est dans un vallon, ici on est limité à 50 mètres de hauteur. Mais sachant que c'est par rapport au niveau du sol. Donc quand je pars au-dessus des arbres, je suis plus haut à partir du point de décollage. Et sachant que les tours les plus hautes font 46 mètres. Oui, c'est ça, une architecture néo-gothique assez atypique pour les usines françaises du 19e siècle. Et donc, 3 des tours abritaient les escaliers qui desservaient les 5 étages, tandis que la 4e tour, en effet, abritait la cheminée de la machine à vapeur. Donc la cheminée n'était pas visible. Aujourd'hui, il reste la tour, mais pas la cheminée, et puis pas grand-chose de la machine à vapeur. Et c'est donc là cette tour qui est au fond à droite, celle qui a le petit arbre sur la tête, qui était celle qui abritait la cheminée. Celle-ci, on voit bien les autres, que là, en fait, il n'y a pas d'ouverture vers l'intérieur du bâtiment, alors que les autres tours, on voit très clairement les ouvertures qui sortent de l'escalier et qui desservaient les étages. Et donc, ici, il y a des personnes qui arrivent, donc je ne sais pas ce que je répète ou ce que je ne répète pas, mais donc c'était une ancienne usine, donc l'ancienne filature Levavasseur, qui, pour ces bâtiments, donc le grand bâtiment a été en activité de 1861 à 1874, et ensuite l'activité s'est poursuivie dans les autres bâtiments jusqu'en 1946. Donc c'était pour filer le coton, c'est-à-dire transformer le coton en fil. Et c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi Charles Levavasseur avait choisi de faire l'intérieur de l'usine, les planchers, etc. en bois. À une époque, donc, on utilisait plutôt la fonte en architecture industrielle justement pour que ça résiste aux incendies. Mais je crois qu'on peut quand même le remercier de l'avoir fait
parce que ça a permis que les murs restent debout, même si l'intérieur a brûlé. Si ça avait été en fonte, ça les aurait peut-être fait tomber. Donc finalement, un malheur pour lui, mais quand même un plaisir pour nous d'encore avoir ces ruines aujourd'hui. Ça fait longtemps. Alors, est-ce qu'il reste du fil fabriqué par l'usine ? Je ne pense pas. On a essayé l'année dernière de lancer une collecte d'archives et de témoignages. Donc, l'usine a fermé en 1946, donc on était sans doute une décennie trop tard. Mais on s'est dit que peut-être il restait des petits-enfants qui avaient peut-être des choses dans le grenier, peut-être en lien avec des ouvriers qui auraient travaillé. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Les quelques personnes qui sont venues témoigner sont surtout, se souvenaient en fait surtout de l'incendie, le dernier incendie qui a touché la petite filature en 1946, parce que c'était un incendie assez important. On a parlé tout à l'heure de celui de la grande filature en 1874, dont on a pas mal parlé dans la presse, etc. Mais l'incendie de la petite filature en 1946 a aussi été assez impressionnant. Ça a pris, je crois, 2 jours aux pompiers. Donc il y a les pompiers évidemment du coin, mais aussi les pompiers de Rouen qui sont venus. Et ça a été un sacré travail de réussir à éteindre l'incendie. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens. Ce que cette collecte d'archives et de témoignages nous a aussi permis de retrouver, c'est le nom de certains de ces ouvriers et ouvrières. On a quelques photographies, on a pu identifier quelques personnes. Et donc il y a maintenant un travail d'archives à faire pour essayer de retrouver peut-être un peu plus d'informations sur ces ouvriers et ces ouvrières. Alors les panneaux solaires sont installés sur la centrale hydroélectrique, donc c'est un bâtiment qui a été ajouté sur le site en 1923, à un moment où à la fois où l'électricité arrive et donc on modernise un petit peu l'usine et puis ça permet d'arrêter d'utiliser la vapeur. Donc on a cette centrale hydroélectrique qui est installée ainsi que l'autre bâtiment fermé qu'on voit là principalement qui est la salle des moteurs, donc c'était l'énergie via les moteurs diesel. Et donc le bâtiment où il y a les panneaux solaires, c'est la centrale hydroélectrique qui est toujours en fonctionnement aujourd'hui, qui est gérée et qui appartient à la régie d'électricité d'Elbeuf. Et donc c'est un dispositif qui fournit toujours Elbeuf en électricité. Donc l'usine ne marche, la filature, l'activité s'est arrêtée en 1946, mais il reste cette activité de production d'électricité sur le site. Je vais te remontrer la centrale hydroélectrique Fleury. Salut Bob. Et on va repasser dans l'arche. Donc là, c'est le bâtiment de la centrale hydroélectrique. Donc évidemment, les panneaux solaires ont été installés plus récemment. Mais à l'intérieur, la turbine qui fonctionne est celle qui avait été installée en 1923, donc qui fonctionne toujours. Et il y a de l'autre côté, donc là c'est la partie canal, et en fait en face de l'usine, de la centrale hydroélectrique, vous avez donc le Landelle, le cours naturel, et ce que vous voyez là, cette petite passerelle, c'est en fait pour permettre aux poissons de ne pas, de s'échapper si je puis dire, de la partie qui produit l'électricité pour qu'ils ne soient pas coincés. En fait ça c'est une passe à poissons qui leur permet de s'échapper et de repartir, de poursuivre leur route dans Landelle. Effectivement, c'est de la création d'électricité à partir de la force hydraulique, de la force de l'eau. Mince.
Moi, je travaille pour le département de l'Eure. Je suis chef de projet valorisation du patrimoine, très exactement, mais c'est un peu long à dire, et historienne. Du coup, Evelyne, sur ma chaîne YouTube, il y a toujours Incendié. Hein. Il y a les deux. Les rediffs, elles sont sur ma chaîne YouTube. Les liens sont dans ma bio. Et donc nous, on est juste là. Vous voyez qu'on est très petit par rapport au bâtiment. C'est les petits points. Non, moi j'ai pas de chaîne TikTok malheureusement, je ne suis pas assez à la pointe, je suis désolée. Ça me rajeunit d'ailleurs beaucoup de faire un live TikTok. Sur Insta, oui, c'est le même nom. Alors sur Insta, c'est que les photos qui sont partagées. Mais sinon, tu vas sur mon site internet, tu as tout au même endroit. Chaque fois dans la rubrique actualité, tu as une page par replay avec les photos plus le lien vers le replay YouTube. Je crois qu'il y a un TikTok département de l'Eure. Oui, département, oui. Et vous avez aussi, si vous voulez, d'autres informations sur la filature, donc le site filaturelevavasseur.fr, qui est un site du département où on a un petit peu résumé là toutes les informations historiques que je vous ai partagées. Donc c'est vrai qu'on a un beau contraste de couleurs. Hein. Là, on voit bien toute la longueur du bâtiment, donc 114 mètres de long. On s'en rend bien compte sur ces vues-là. Non, effectivement, l'usine a donc été gérée jusqu'en 1946 par la famille Levavasseur. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui s'il y a encore des descendants. Probablement, je crois qu'après ça s'est un petit peu divisé en plusieurs branches. C'est donc dans les années 1960 que les descendants de la famille se sont séparés du site où l'activité s'était donc arrêtée en 1946. Oui, c'est ça, ça appartient au département depuis 1999, avec vraiment cette vocation, alors là surtout de préserver le site, le sécuriser et puis le faire découvrir dans la mesure du possible pour le moment, et on espère à l'avenir un petit peu plus souvent. Je pourrais pas vous dire s'il y a un GR à proximité ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de promenades à faire dans la forêt au-dessus, mais j'ai pas une connaissance assez fine des GR, je dois avouer. Oui, c'est un peu la végétation qui reprend ses droits. Ici, on est sur un site qui allie vraiment patrimoine et nature.
Alors, je travaille effectivement pour le département de l'Eure. Après, je suis historienne de formation et je fais de la recherche à côté. Oui, bien sûr, il y a des sujets qui me tiennent à cœur, évidemment. Bah, déjà, la filature en est un quand même, parce que je trouve que c'est un très beau site. Et moi, je suis historienne des techniques, très exactement. Donc évidemment, le patrimoine industriel m'intéresse beaucoup. Et j'ai fait ma thèse sur l'histoire plutôt des mobilités, des transports au XVIIIe siècle et du temps. Essayer de comprendre comment est-ce qu'on utilisait le temps pour se repérer au XVIIIe siècle. Mais non, il ne faut pas vous excuser, on est ravis de répondre aux questions, quand on peut. Là, vous voyez bien toute l'emprise du site, donc la petite filature au premier plan, qui est coupée par la centrale hydroélectrique, et la grande filature derrière. Toutes deux avaient cette même architecture néo-gothique, la petite filature avec des proportions un peu moins importantes, et la grande filature vraiment avec ses tours majestueuses, ses rosaces. Alors comment il faisait pour se repérer dans le temps, ça ce serait le sujet d'un live à part entière. Non, c'est en 2 mots quand même, au XVIIIe siècle, c'est un moment où on a le temps mesuré mécaniquement, donc comme aujourd'hui on a des montres, des horloges. L'heure n'est pas tout à fait la même partout et on continue aussi à utiliser voilà, le soleil se lève, le soleil se couche, etc. Et donc ma thèse c'était d'essayer de comprendre voilà, comment on faisait avec l'exemple des transports où on commence à avoir des horaires. Voilà, donc la notion de ponctualité, de retard, etc. Ça, le retard, je connais beaucoup. Et ça, c'est mon temps. On était ponctuels aujourd'hui. Oui. Oui, une très belle architecture néo-gothique qu'on connaît peu en France pour les usines, qui est un peu plus fréquente en Angleterre. Mais ici, c'est vraiment un exemple assez unique en France, à la fois en termes de taille de la filature, effectivement, de ce choix néo-gothique très affirmé. Donc ça ressemble vraiment à une cathédrale. Oui, c'est ça, la question de la coordination pour l'industrie, c'est extrêmement important aussi. Quand les produits arrivent, quand c'est qu'on renvoie les produits finis, etc. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place et beaucoup d'échanges de lettres. Alors le charbon de bois, c'est effectivement du bois. Après, est-ce que ça venait très exactement de la forêt au-dessus ou pas, je ne peux pas vous le dire. Mais souvent, quand même, les industries sont, depuis le Moyen-Âge, installées à proximité de forêts pour pouvoir utiliser le bois. Alors les grandes ouvertures qu'on voit, les grandes arches, c'est vraiment ce qui permettait d'éclairer en fait les 4 étages
où il y avait les ateliers donc, de filature. C'était de la lumière naturelle en cette dernier tiers du 19e siècle. Et le fait que ce soit de grandes ouvertures et des étages de 5 à 6 mètres de haut, ça permettait d'avoir une lumière naturelle assez indispensable pour les ouvriers et les ouvrières. Alors oui, chauffer l'usine, à vrai dire, je ne suis pas sûre qu'on la chauffait. Il ne faut pas trop imaginer des conditions de travail extrêmement confortables au 19e siècle dans l'industrie. On est sur des très grosses journées de travail, effectivement seulement le dimanche comme jour de repos. Et puis je disais tout à l'heure, dans l'industrie textile en particulier, beaucoup de femmes et d'enfants qui travaillent, parce qu'on a besoin de petites mains et de petits gabarits pour se faufiler derrière les machines quand il y a des problèmes techniques. Vérifier l'heure du coucher du soleil, je crois que c'est 18h. Et donc là on voit encore le demi-cercle où il y avait la rosace qui a probablement embrasé le bâtiment, puisque peut-être pour les personnes qui nous ont rejoints, j'expliquais donc que ce grand bâtiment a été achevé d'être construit en 1861 et qu'il n'a fonctionné que jusqu'en 1874, donc 13 ans, parce qu'il a ensuite brûlé, probablement parce qu'au dernier étage de ce bâtiment, juste sous les toits, étaient stockées les balles de coton, donc le coton, la matière première qui était ensuite transformée en fil, qui est une matière très inflammable. Et comme elle était stockée sous les toits et qu'elles étaient éclairées, si je puis dire, par cette rosace en vitrail, il y a eu un effet loupe des rayons du soleil sur le vitrail et c'est ça qui a mis le feu au stock de matières premières et qui a ensuite détruit tout le bâtiment 13 ans seulement après qu'il ait été construit. Et effectivement, il y avait des logements ouvriers à proximité. Alors il faut savoir que c'est donc une usine qui avait été conçue pour que 600 ouvriers et ouvrières y travaillent, mais que en raison d'un contexte un peu compliqué, c'est-à-dire la guerre de sécession aux États-Unis qui fait qu'il y avait moins de matières premières, une crise de la main-d'œuvre également et une concurrence des textiles anglais, l'usine n'a jamais pu fonctionner à son maximum et donc au lieu de 600 personnes, cette grande filature n'a fait travailler que 150 personnes. Donc c'est un petit peu moins. Mais vous avez tout à fait raison, il y avait et il y a toujours en fait ce qui était d'anciens logements ouvriers à proximité. Et en fait il y avait des personnes qui venaient un petit peu de toute la vallée de l'Andelle, puisque donc il y avait non seulement la filature, le Vavasseur, mais plein d'autres industries en amont et en aval. Et donc probablement beaucoup de personnes qui se déplaçaient à pied essentiellement pour venir travailler dans ces usines. Oui, une partie de ces logements ouvriers existent encore, effectivement, et sont habités par des particuliers aujourd'hui. Je pensais à la centrale hydroélectrique, Oui. le Giro, je pense que ça doit y être toute la nuit. Tout à l'heure, il était en route, mais ça se voyait pas. On est encore ensemble une dizaine de minutes. Profitez-en pour poser toutes vos questions à Catherine. Je vais ramener le drone pour changer la batterie et on ne pourra pas la cramer jusqu'au bout. Parce qu'on va être limite niveau lumière.
Je vais y penser au compte TikTok. Il y a du monde qui apprécie ta voix, visiblement. Hop, dernière batterie. C'est sûr que ça aide d'aimer ce qu'on fait, mais je crois que c'est le cas de Sylvain aussi. Et merci à toi aussi, Fly. On va arriver à l'heure où on est plutôt sur les ombres chinoises maintenant. Et on voit un peu moins les couleurs de l'automne. Ouais. Pour les personnes qui viennent d'arriver, ce sera l'occasion de regarder les séquences vidéo que j'aurai enregistrées pendant le live. Et puis évidemment le replay. À cette heure-ci, ça lui donne un air un peu plus énigmatique et on voit un peu plus les légendes qui ont pu naître pour les populations alentours, de Dame Blanche, de malédiction qui a fait tous ces incendies, etc. Ah, il y aurait la Dame Blanche ici. Il y en a un peu partout de Dame Blanche. Combien de batterie? Alors du coup, Cathy, c'est 35 minutes au viand. Tout dépend s'il y a du vent et si on pilote rapidement. Mais il faut compter une demi-heure. Voilà. Alors non, l'incendie, en fait, a priori, dans aucun des incendies, celui de 1874, c'est sûr, parce que l'incendie a eu lieu un dimanche, qui était le seul jour de repos des ouvriers et des ouvrières. Donc pas de blessés, et on a un peu moins de détails pour les autres incendies, mais a priori, pas de blessés non plus. Pas de mort, en tout cas, c'est sûr, et pas de blessés à ma connaissance. C'est sûr qu'un incendie sur un bâtiment de cette ampleur... Oui, ça devait être quelque chose. Les pigeons sont partis se coucher. Et c'est l'heure où les chauves-souris vont sortir, peut-être. Ouais, j'en ai aperçu une, ça doit être... Vu que les moustiques sont là, ça ferait sens. Alors, le site n'est pas ouvert tous les ans aux Journées européennes du patrimoine. Il a été ouvert en 2022 et on l'ouvre ponctuellement, assez rarement, je dois bien avouer, pour des visites. En général, il y a 4-5 visites par an qui sont organisées par la communauté de communes de Lyon-Sandel. L'année dernière, on avait aussi fait 2 week-ends d'ouverture, mais là, on est un petit peu en attente des travaux à venir pour sécuriser le site, pour proposer d'autres dates de visite à l'avenir. C'est pour ça que là, vous avez une visite VIP. Tout en sécurité. Oui, effectivement, un château, une église, et pourtant non, c'était bien une usine. C'est toute la magie de ces ruines qui restent aujourd'hui, c'est que si
Si on ne le sait pas, on ne pense pas que c'était une usine qui abritait de l'activité textile. Avec donc ces 4 tours de 46 mètres de haut, 3 qui abritaient les escaliers desservant les 5 étages et une qui masquait la cheminée de la machine à vapeur qui permettait d'activer les machines à l'intérieur. Alors ce bâtiment principal qu'on appelle la Grande Filature a été construit en 1861, enfin achevé, sa construction a été achevée en 1861. Et il a été détruit par un incendie en 1874, soit seulement 13 ans après. Oui, on voit vraiment que le niveau de l'eau en fait, du canal, de ce côté-là de la filature, est assez haut. Effectivement, on peut dire qu'elle a les pieds dans l'eau. Et ça fait souvent de très beaux reflets, comme là d'ailleurs, voilà. On voit les ruines se refléter dans l'eau. Oui, c'est un bâtiment quand même assez récent, malgré tout. C'est pour ça qu'il est effectivement en bon état. En bon état, si je puis dire. Les ruines sont dans un état correct. Le bâtiment d'à côté, qu'on appelle la Petite Filature, a lui été achevé en 1868 et a été en fonction jusqu'en 1946 où il a été endommagé également par un incendie. Oui, c'est vrai, l'éclairage de nuit, ça marche très bien. L'année dernière, on avait proposé un concert à la tombée du jour et on avait effectivement... des régisseurs avaient installé de l'éclairage sur les tours et c'était très beau, je vous confirme. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, même de loin, même depuis la route, ça se verrait. Donc ici, c'est le bâtiment de la Petite Filature qu'on voit, qui est un petit peu moins haut, mais tout aussi long, les deux faisant 114 mètres de long. Et donc Petite Filature qui a été ensuite en 1923 un petit peu coupée en deux, si je puis dire, par cette centrale hydroélectrique toujours en activité aujourd'hui. Donc ici, on voit que les grandes ouvertures, effectivement, permettaient aux 4 étages où il y avait des machines d'être bien éclairés. Exactement. C'est des baies d'ogive et c'est une architecture néo-gothique. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça reprend les codes du gothique. Vous avez tout à fait raison. Alors on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il a choisi, Charles Levavasseur, d'adopter ces codes néo-gothiques. Peut-être qu'il avait été inspiré par l'abbaye de Fontaine-Guérard où l'histoire du site commence. Peut-être aussi qu'il a repris les codes de l'architecture néo-gothique anglaise. Peut-être aussi qu'il était un petit peu mégalo et qu'il avait envie de faire une usine un peu hors du commun et tout à fait exceptionnelle. Et ça, il a réussi.
malheureusement encore ensemble. Plus 5 minutes. Oui, c'est un peu la folie des grandeurs qui lui a finalement joué des tours, puisqu'il n'a pas pu faire fonctionner cette usine aussi bien qu'il l'avait imaginé. Donc, ça devait accueillir 600 ouvriers et ouvrières, ça n'en a accueilli que 150. Et c'était une filature qui était pensée pour pouvoir produire 4,5 fois plus que les usines contemporaines, c'est-à-dire que ça devait produire 4 tonnes de fil par jour. Mais ça n'a jamais pu atteindre ces chiffres-là. Alors non, il n'y a pas d'autres bâtiments de ce genre dans la région, c'est vraiment un exemple assez unique qui reste, en tout cas pour ces 2 grandes filatures. Le bâtiment de la salle des moteurs, il y a un bâtiment assez similaire dans l'autre filature possédée par la famille Levavasseur au Hulme, en Seine-Maritime. Mais sinon, vraiment, ces 2 bâtiments de filature néo-gothique sont assez uniques en France. Je vais refaire un plan large pour les dernières minutes. Ah, vous pensez sans doute à l'abbaye de Jumièges, effectivement en Seine-Maritime, mais qui était pour le coup réellement une abbaye et non pas une usine comme ici. Mais effectivement, oui, vous avez raison, de ce point de vue-là, l'abbaye de Jumièges évoque un petit peu ça, et c'est toute la particularité du site ici d'être une usine. Donc c'est la filature Levavasseur qui se situe dans l'Eure, donc en Normandie, et qui est à cheval sur 3 communes, Pont-Saint-Pierre, Radepont et Douville-sur-Andelle. Et vous apercevez au loin, là derrière, l'abbaye de Fontaine-Guérard qui se... Ah oui, non, on n'est pas du bon côté, autant pour moi. Mais derrière nous, il y a l'abbaye de Fontaine-Guérard qui se visite encore, si jamais vous le souhaitez. Elle est de ce côté-là, du coup. Elle est derrière nous. Bah si, c'est... Bon, et un peu... Ah là. Plus derrière. Bah... Voilà, là, vous apercevez l'abbaye de Fontaine-Guérard qui, elle, se visite, si jamais ça vous intéresse, et où l'histoire de la filature Levavasseur a commencé. Dernier petit virage. Et on va devoir se quitter. En tout cas, un grand merci à Catherine pour toutes ces explications qui ont permis de connaître tous les secrets de ce site majestueux. Donc on était à l'ancienne filature Levavasseur au niveau du département de l'Eure. Et on remercie également beaucoup le conseil départemental qui nous a ouvert exceptionnellement l'accès au site. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et pour votre intérêt. Eh bien, je ramène le drone et je vais nous cadrer en gros plan et on va vous saluer pour vous dire au revoir. Et donc, comme d'habitude, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, le replay sera disponible sur YouTube. Vous retrouverez également des séquences vidéo que je partagerai sur TikTok. Et si vous vous rendez sur mon site internet, vous aurez également l'intégralité des photos qui ont été réalisées en direct avec vous pendant ce live. Donc, on va rapprocher l'OVNI. Ça se trouve, vous n'allez même pas réussir à nous voir. Je sais pas le faire.
Voilà. Eh bien, très belle soirée à tous. Bonne soirée. Merci, vous avez été pas loin de 780 à nous suivre. Et puis on se donne prochainement rendez-vous à un autre live sur un autre site. Et de sources fiables, il semblerait qu'on risque de revenir dans l'heure sur un autre site. Voilà, bonne soirée, encore merci à tous. Et Bonne puis à soirée. bientôt. Au revoir.